good afternoon, everyone. We are very pleased to have you for this session this afternoon that will be one of the numerous sessions during those 3 days that will be focusing on geopolitics and international affairs. And this one has a specific title, which is Navigating Global Uncertainty, Strategic Alliances in a Fragmented World Order. So we can certainly comment a lot on the wording that has been used, and particularly the world order. Should it have been more appropriate to call it a world disorder? This is maybe something that can be addressed by our panelists. I think this is a sort of a real understatement to say that we are indeed in a not only a fragmented, so is it a fragmented world or is it a fractured world? So again, we can eventually question this exact wording. And it's a world that is with lots of uncertainty, with lots of anxiety, and like any anxiety and uncertainty, it can also generate lots of opportunities. So we will have our guests and speakers who will say if the bottle is half full or half empty, if the risk and the threats are bigger than the opportunities, or how to mitigate the risk and the threats and to optimize the opportunities. So there are plenty of issues to discuss, but I think there is for almost everyone on the planet, being in the north, the south, the east, or the west, a sort of a common anxiety, and with the revival of conflict, the revival of a sort of or dismantling of international cooperation and multilateralism. So this also can be questioned, and it's interesting because I was flying from Paris this morning, and I was trying to think about, what could be, in a way, summarizing or capturing the state of mind or the state of the world today. And it's interesting, because there was the magazine of Iberia, the airfare, so I don't want to make publicity for Iberia, but there was a very interesting article about Orwell's book, 2024, and the title was 2024 versus, so this year, 2024 versus 1984, and the subtitle is How the World Went Further Than Orwell. So we saw that the Orwell world, was really the worst dystopian world that we could think, and eventually we consider today that the world is even worse than what predicted Orwell. So that's also one of the issues that we'll be discussing. And I think, we have about 1 hour to address those topics. Unfortunately, we have lost one of our speakers, would have also contributed to a better gender balance, because we had the Minister for the Diaspora and International Affairs from Haiti, and unfortunately, I think she's stuck somewhere in an airport, but we will do our best, and hopefully we will have also the opportunity to hear from you from the room. But for now, we have 3 extremely distinguished and speakers, who can very validly and very pertinently address those issues based on their own experience. And I will introduce immediately Mr. Svoboda, who is we just had a long discussion, and he told me about his experience as a Minister of Foreign Affairs in the Czech Republic at the time of the war in Iraq, and he came up with interesting stories about this time. He was also a Deputy Prime Minister in his country, in the Czech Republic, and now he's sort of
half retired, because you never know with politicians. Maybe Mr. Lellouche will also tell us about it. You know, when the politicians tell you that he retires, we never know if, you know, suddenly the fire will not really suddenly rejuvenate. So, but Mr. Svoboda told us that he's now mostly working as an academic, doing some research on the topic that we will be discussing today, but he is also a commentator on TV and radio in international affairs in his country. So he will be the first to speak. Then we have Mr. Lellouche, who is very well known not only in his country, not only in Europe, but also around the world for his expertise in international affairs. I remember when I was a student, you know, he was at that time the deputy head of IFRI, and he was really well recognized as one of the best experts on international affairs. And then he started a career in politics and as a member of parliament, elected in Paris, and he was also a minister for European affairs. So we are very pleased to have him. And last but not the least, we have Mr. Abdelkader, who is from France, but also from Morocco, but also from Algeria, and also from the US. So he has 5 passports, so, or 4 passports. So this is also, I'm mentioning that because he, you know, he can also speak from those different perspectives. And he was also teaching at IRIS, the French Institute for International Strategic Relations, and he's currently now teaching and being a researcher at IFRI, the French Institute for International Affairs, and he has published many books on the regions, but also in his work, and maybe he will tell us more about it. So the rule of the game is that each of our panelists will have about 6 to 7 minutes to introduce the discussion about how to navigate the world in a time of uncertainty, and also looking at how to build or to rebuild or reinvent multilateralism and international cooperation, bearing in mind that, and in a way that could frame the debate, that next year, 2025, will be the 80th anniversary of the creation of the United Nations in San Francisco in October 1945. So 80 years is the time now to reinvent and to start with something new. These are some of the topics that I'm throwing to the table and that our experts will be addressing. Mr. Svoboda. Thank you so much. Thank you for inviting me. First of all, I start with my personal statement. Really, I do enjoy Mondays. Why? Because of 2 reasons. One is that on the stage we can meet excellent intellectuals. And the second one is that we have the chance to speak with the former politicians, people who are well experienced, but also independent. They are not to follow the resolutions of the governments or parliaments, because they are really independent. That type of mix or combination is very beneficial. So that's why really I enjoy this conference, and I have been here many times. Full stop. This is the end of my statement. To the substance. When we unify Europe in 1990, we believe that the change was so profound that the liberal democracy, and mainly United States, is a leading force, guiding the world in the so-called right direction. And 2 processes are very important: the enlargement of EU
and I will be more concentrated on the enlargement of NATO. Because the enlargement of NATO is a good example of misunderstanding and maybe losing the orientation. Why? Because the Western democracies, they did support the very profound enlargement of NATO, and my recommendation to all the students is to listen very carefully Vladimir Putin's speech 2007 in Munich Conference on Security. Please do that. That's very important, because at that time, Putin, he described the Russian concept of the global arrangement. And maybe we take it seriously, I don't know, we took it seriously, but the politicians, they behave like nothing had happened. And we profoundly support the democratic process in Ukraine, supporting opposition, later the government. So, and we did too much for encouraging Ukraine for being capable of joining NATO and EU. And when Russia opened the war against Ukraine and invaded Ukraine and started aggressive war against Ukraine, suddenly people are asking, where are the promises of the Western democracies? What type of help is for us to accomplish all the promises you have done? And now, something has happened also in the Western democracies. I am mentioning mainly the elections, presidential elections in the United States. It is not the case that just Donald Trump was elected, but also Democratic Party was heavily defeated. The Republicans, they gained both chambers of the Congress. And something very profound has happened in the United States. And now, so we are before a very, very complex problem, how to solve the problem of the positions of Western democracy on the global scene, because my prediction is that United States, when Trump is the president, is to say, that's your war, that's war in Europe. And if Putin does not attack directly the NATO area, so we will stand aside, because that's a European war. This is one problem, that Europe is now facing the new threat, that Europe is to solve this problem, and the problem is to what extent is really Europe unified for being capable of solving the problem. Because the enlargement of NATO shows us two problems, and I am going to end my intervention to two problems. One is that the enlargement is now enlargement from 14 to 23 countries. And the decision-making is based on consensus. We need unanimity for any decision. And it is a challenge for the Western democracies to be totally unified. Because
at least one country could vote against, and NATO is blocked. The second problem is that the new war is not a traditional one, and the treaty, I mean the Washington Treaty, is based on the principle that the country has to be attacked as it perceived the armed attack against the country. And now we are in the area of cyber malicious behavior, which could be very dangerous for us. And this is another element, how to unify, how to put the NATO together, saying that we have to protect the Western democracy against malicious cyber activity, because nobody knows what type of activity is dangerous enough for activating the common defense, or if when it is, because it is a huge problem. So now I'm stopping my intervention saying that the war in Ukraine is very complex, and we have to solve it, and I think it will be a test for Europe if Europe is still unified or fragmented. The second problem is that NATO is now in the position that it will be extremely difficult to be unified because of the huge enlargement and because of the new concept of the possible attacks. Thank you. That's maybe just some remarks for the beginning of our discussion. Thank you, Mr. Svoboda, for addressing some very important issues, and we will certainly have time to get back to some of the point that you have been mentioning, and I think it's very important to hear your perspective, because you are really on the front line almost with Russia or Ukraine, so you have obviously a very different perception that we sometimes have in the western part of the continent. Monsieur Lelouch. On a le droit de parler français. On a le droit de parler français. Oui, je préférerais, si c'était possible, m'exprimer en français. D'abord, je voudrais dire un mot de remerciement pour notre ami Brahim Fassi-Siri, qui a beaucoup travaillé pour organiser cette réunion, qui est un vrai succès, parce qu'il y a beaucoup de gens de qualité. Et ça fait plaisir de voir le Maroc se doter de son Davos à lui, si j'ose dire. Et puis, je voudrais aussi vous dire que dans ce panel, qui n'était pas supposé être eurocentré, la question c'est de savoir vers quoi on va, vers quel changement du monde on va. Et les questions qui étaient posées aux panélistes, c'était au fond, les alliances vont-elles survivre à la fragmentation du monde, sous quelle forme, et au fond, comment est-ce que les pays, y compris du Sud, vont naviguer au milieu de ces contradictions. Donc je vais faire très vite un peu de publicité. Je viens de publier un livre qui s'appelle « La guerre d'Ukraine et le basculement du monde » il y a quelques semaines en France. Un livre qui a un certain impact, je crois, en tout cas j'espère, pour ouvrir le débat sur cette guerre et surtout sur ses conséquences. Cette guerre, je l'ai dit... alors, il faut que je vous dise aussi que je connais assez bien l'Ukraine, au moins depuis une vingtaine d'années, au moment de la première révolution orange, premier Maïdan, deuxième Maïdan, etc. Cette guerre, c'est ma conviction, et je l'ai dit depuis le début, aurait pu être évitée, elle aurait dû être évitée, et elle aurait pu économiser ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire 1 million de victimes. Il y a déjà 1 million de morts et de blessés des deux côtés. Elle a des conséquences absolument majeures sur l'avenir du monde, et pas seulement sur l'Europe, dont a parlé M. Svoboda. Elle en aura majeure en Europe aussi, mais elle a des conséquences globales, c'est ça qui m'intéresse aussi. Les Russes ont entamé cette guerre, ils sont les agresseurs. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, y compris sur le discours de Poutine à Munich en 2007. Les Russes ont toujours considéré que l'Ukraine faisait partie,
ou étaient sous leur influence, que de toute façon la partie est de l'Ukraine, la Novorossia, colonisée par Catherine II, était une partie de la Russie. Et ça, de Solzhenitsyn à Yeltsin, Gorbatchev, tout le monde jusqu'à Navalny avant son incarcération. La question, c'était de savoir ce que nous, Occidentaux, nous allions faire par rapport à l'indépendance de l'Ukraine en 1991 et comment on a géré cette affaire. Dans mon livre, j'explique que, malheureusement, les torts sont partagés. Nous nous sommes embarqués derrière les Américains en avril 2022, donc 2 mois après, 1 mois et demi après le début de la guerre, quand les Russes ont raté la première partie de leur opération devant Kiev. Nous nous sommes embarqués massivement dans l'aide à l'Ukraine et en fait dans ce qui est en réalité, je pèse mes mots, une guerre non déclarée par procuration entre l'OTAN et la Russie. Clausewitz disait, et nous l'avons fait par émotion, nous l'avons fait par indignation, nous l'avons fait parce que nous étions sûrs de nous battre au nom des principes du droit international, et tout ça est exact, l'indignation, le droit international, etc. Clausewitz disait, le dessein politique est le but, la guerre est le moyen, un moyen sans but ne se conçoit pas. Or, dans cette affaire, nous sommes engagés dans une guerre dont nous n'avons jamais défini le but. Jamais. Les Russes ont un but. Ils avaient un premier but qui était de refaire le coup de Prague, c'est-à-dire de changer le régime à Kiev. Ils ont raté, ils n'ont pas pris Kiev. Mais leur but actuel, c'est je garde le Donbass et la Crimée. Et je dis dans le livre que nous allons revenir à la négociation qui avait eu lieu en avril 2022 entre les Russes et les Ukrainiens sous médiation turque et que nous allons arriver exactement dans le même accord, mais avec des conditions bien pires pour les Ukrainiens. Car depuis 2 ans, 3 ans, l'Ukraine a été dévastée, ils ont souffert énormément en matière d'hommes. Il faut savoir que le différentiel est énorme entre l'Ukraine au départ, en 1991, c'était 52 millions d'habitants, ils sont aujourd'hui 30 millions. Entre ceux qui sont partis de l'autre côté, 30 millions contre 145 millions. Donc sur le plan des hommes, sur le plan des matériels occidentaux que nous n'avons plus, plus personne aujourd'hui ne croit que l'Ukraine puisse gagner cette guerre si la victoire consiste à pousser les Russes en dehors des territoires occupés. Donc il y aura une négociation dans quelques semaines avec l'arrivée de Trump et on arrivera à ce que je dis dans le livre, c'est-à-dire en gros à une partition avec une zone démilitarisée, l'introduction de soldats probablement européens, une neutralité de l'Ukraine que les Russes n'ont cessé de demander depuis le début, et toute la question des garanties de sécurité pour garantir cette neutralité. Ça, c'est la première question, c'est-à-dire la réouverture. La première conséquence de cette guerre, c'est de réouvrir la question centrale de qui possède le centre de l'Europe, l'espace compris entre l'Allemagne et la Russie, qui est le point géopolitique névralgique de l'Europe. Après 1945, c'était les Russes et c'était stable. Quand c'est plus les Russes, c'est qui? C'est l'Union européenne, c'est l'OTAN, c'est qui? Et ce sera la grande question. Et comme disait Jacques Bainville après 1918, après le traité de Versailles, il faudra construire une paix stable, c'est-à-dire éviter de refermer la plaie en laissant l'infection dedans. Donc ça, c'est la première question, c'est qu'est-ce qui se passe après la guerre? Ça, c'est la question européenne. Puis la question, elle est mondiale aussi, parce que la guerre d'Ukraine nous a fait basculer dans un monde beaucoup plus chaotique qui est celui des guerres. Il y a 30 ans, au moment de la fin de la guerre froide, l'espoir, c'était la mondialisation heureuse des décennies de paix. Fukuyama avait écrit ce fameux livre, à mon avis complètement débile, sur la fin de l'histoire, la victoire finale de la démocratie. Donc, comme chacun sait, les démocraties ne se font pas la guerre, donc la fin des guerres. Donc ce raisonnement mécanique à l'américaine, malheureusement, ça ne fonctionne pas. La mondialisation n'a pas du tout étouffé les identités nationales, et au contraire, on les voit ressurgir aujourd'hui, on les voit au Moyen-Orient, on les voit en Asie, on les voit en Europe, on les voit en Afrique. Donc l'idée selon laquelle la mondialisation allait fabriquer des peuples de consommateurs pacifiques
parce qu'ils portent tous les mêmes chaussures Nike, ils mangent tous la même catastrophique hamburger McDonald's avec le même Coca-Cola catastrophique. Tout ça, ça ne fait pas un monde de paix. Ça fait peut-être un monde de débiles, mais un monde de débiles qui ont tous des identités nationales et qui, quand le moment arrive, se battent, continuent à se battre. Et c'est ce que nous avons. Donc les conséquences globales de cette affaire sont absolument monumentales. D'abord parce que, sur le plan moral, le reste du monde n'a pas partagé notre indignation. À la grande surprise des Occidentaux, la guerre des Blancs en Ukraine, c'était une affaire de Blancs. Et le Sud global a considéré que ce n'était pas leur problème. On l'a vu assez vite à l'ONU, et on a vu que la plupart de ces pays voulaient la fin de la guerre, mais ne s'intéressaient pas aux indignations européennes. L'autre chose qui s'est passée, c'est que cette guerre, à cause de cette guerre non déclarée entre l'OTAN et la Russie, on a fabriqué ce que Kissinger, qui était mon maître à Harvard, a toujours redouté, l'alliance entre la Russie et la Chine. Pire encore, une alliance entre la Russie et la Chine, l'Iran, c'était la grande idée de Primakov, le pays le plus peuplé, le pays musulman le plus puissant, la Russie, et maintenant la Corée du Nord. Imaginez ce que c'est que de voir des Nord-Coréens faire la guerre en Europe. C'est une révolution stratégique de proportions historiques. Qui aurait pu penser que, alors que nous, les Européens, on allait faire la guerre en Indochine, naturellement, que des Coréens feraient la guerre en Europe. Donc, la guerre, elle a métastasé au Proche-Orient, en Asie, partout. Et surtout, elle est en train de créer une situation où les conflits sont imbriqués dans les uns dans les autres, avec les mêmes acteurs, des Chinois, des Indiens, des Nord-Coréens. Vous les retrouvez au Proche-Orient, vous les retrouvez en Asie, vous les retrouvez en Europe. Et pire encore, on a affaire maintenant à une contestation morale. Ces pays nous disent, le Sud global, réuni dans les BRICS, nous dit, on en a marre de vos leçons de morale, on refuse les sanctions qui sont assises sur le dollar, donc il faut sortir du dollar, et surtout, nous refusons votre lecture à plusieurs vitesses du droit international. Comment laissez-vous les Israéliens bombarder Gaza alors que vous armez l'Ukraine contre la Russie, mais vous ne faites rien pour les Palestiniens à Gaza? Voilà ce qu'il nous renvoie à la figure. Et donc le divorce, il est installé maintenant de façon assez profonde entre ce que nous croyons être des valeurs universelles et la remise en question de ces valeurs par ces pays qui, en plus, instrumentalisent le droit international, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, sont maintenant des véhicules de combat politique entre le Nord et le Sud revisités. Donc ça, ce sont les conséquences absolument majeures. Il y en a d'autres que je décris dans mon livre, notamment la prolifération nucléaire. Vous savez ou vous ne savez pas, il y avait en Ukraine, en 1991, au moment de l'indépendance, 5000 armes nucléaires héritées de l'Union soviétique, qui étaient sur le sol ukrainien. Eh bien, à l'époque, les Américains qui ne voulaient pas l'indépendance de l'Ukraine, les Français qui ne voulaient pas, Bush père, Mitterrand ne voulaient pas l'indépendance de l'Ukraine, ces pays ont travaillé avec la Russie pour rapatrier les armes nucléaires vers Moscou. Et les Ukrainiens ne voulaient pas, parce qu'ils avaient naturellement conscience qu'il y avait un problème, surtout qu'il y avait un problème technique de flotte de la mer Noire, ou avec les partages de flotte entre les Ukrainiens, les Russes, enfin, toutes sortes de questions très complexes. Les Ukrainiens ne voulaient pas, mais on les a forcés, et ils ont signé en 1994 ce qu'on appelle le protocole de Budapest, qui consiste à dénucléariser l'Ukraine en échange de garanties de sécurité, signé par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Sauf que, quand la Crimée a été annexée par les Russes, personne n'a bougé. Et en 2022, personne n'a bougé. Donc, les garanties de sécurité ne valent même pas le papier sur lequel elles sont écrites. Résultat des courses, nous sommes au bord d'une nouvelle escalade de la prolifération, partout. L'Iran veut la bombe. Si l'Iran a la bombe, les Turcs auront la bombe, les Saoudiens auront la bombe, les Émiriens. Je vous parle de chefs d'État avec qui j'ai parlé de ces questions. Si l'Iran a la bombe, je fais la bombe.
En Asie, la Corée du Nord va entraîner la prolifération de toute l'Asie. Corée du Sud, Japon, à minima. Et en Europe, on a maintenant des Ukrainiens qui disent ouvertement, et des Polonais qui disent, si l'Ukraine n'est pas défendue, il faudra qu'elle ait la bombe atomique. Si l'Ukraine a la bombe atomique, la Pologne aura la bombe atomique, et à nouveau l'Allemagne, la question allemande s'y opposera. Donc, les gens qui ont déclenché cette chose-là, cette guerre stupide, catastrophique, ont déclenché des forces qui ne contrôlent pas exactement comme les somnambules de 1914 avaient déclenché la Première Guerre mondiale. À la différence près que jusqu'à présent, l'existence de l'arme atomique en Europe fait qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Mais vous avez vu les décisions récentes des Américains de taper à l'intérieur de la Russie. Si ce genre d'escalade continue, tout est encore possible. Donc je suis extrêmement inquiet sur la poursuite des 60 jours qui nous séparent de l'arrivée de Trump, et très inquiet sur la suite, car la question se posera de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'Ukraine. Les Américains, c'est ça le paradoxe le plus terrible de cette histoire, les Américains, après avoir promis l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, ne veulent plus de l'Ukraine dans l'OTAN. Est-ce que les Européens sont capables de garantir la sécurité de l'Ukraine en faisant entrer l'Ukraine dans le marché commun? D'abord, est-ce qu'ils peuvent payer? La reconstruction de l'Ukraine, c'est 700 milliards d'euros. Le réarmement de l'Europe, c'est plus de 100 milliards d'euros par an, sans parler du verdissement de l'économie, de l'élargissement, etc. Donc nous sommes devant des problèmes vertigineux. Et tout ça ignore le reste, c'est-à-dire les changements climatiques, les flux migratoires, les problèmes de développement en Afrique. Voilà les questions posées de façon globale. Après, il y a, j'arrête là, monsieur Bach, j'arrête là, mais c'est la question que doit se poser le roi du Maroc, par exemple. Qu'est-ce que ça implique pour mon pays? Qu'est-ce que ce chaos implique pour mon pays? Ça, c'est une question très intéressante et à laquelle la jeune génération marocaine va sûrement travailler. Mais je n'ai pas le temps, là. On m'a dit d'arrêter, donc j'arrête. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'une des raisons aussi pour lesquelles je voulais vous arrêter, c'est que c'est tellement sombre et effrayant que je voulais pas vous laisser. Je voulais pas vous effrayer. Parfaitement réaliste, mais je me suis dit que si on vous laissait parler encore pendant 20 minutes, on allait sortir totalement déprimé, mais en même temps bien informé sur... ou alors avec l'envie d'aller acheter mon livre. Ce que je retiens effectivement, c'est quand même la faute originelle que vous avez soulignée, c'est-à-dire qu'on est entré dans cette guerre sans savoir ce qu'on faisait, sans savoir ce qu'on allait faire, sans but, et que finalement, bon, c'est la fameuse formule « always start with the why », hein, si vous voulez faire adresser un grand projet, c'est demandez-vous pourquoi vous le faites, et là, effectivement, il y a eu une immense erreur et qui a finalement lâché toutes les forces du mal et qui a eu des sortes d'effets cascades dont on ne mesure peut-être même pas encore toutes les conséquences. Voilà, moment maintenant de me tourner vers M. Kader pour la troisième intervention. 6-7 minutes, et puis ensuite on pourra avoir un échange avec la salle. Merci Jean-Christophe, bonjour à tous. Mes deux prédécesseurs ont parlé l'un d'une expérience vécue à partir de responsabilités gouvernementales, et Pierre Lelouch vient de nous décrire à l'instant, de nous proposer son analyse sur la guerre en Ukraine et ses conséquences. Je vous propose, moi, d'élargir la focale et de revenir à ce qui nous conduit à cette situation et commencer peut-être par m'appuyer sur les travaux d'un collègue américain qui s'appelle Peter Turchin, qui fait un travail de moine puisqu'il compulse des données colossales sur plus de 10 000 ans avec un certain nombre de critères et 700 sociétés qu'il analyse avec son équipe de recherche sur un certain nombre de concepts, comme je le disais à l'instant. Mais je ne vais pas développer. Ce qui est important, c'est de comprendre le processus qui nous conduit à la situation dans laquelle nous sommes.
Alors, ça n'est pas le chaos, parfois même attendu par certains, ça ressemble davantage à un effondrement, au moins en termes de valeurs. Il n'y a plus, ne serait-ce que pour nous qui sommes en Europe, il n'y a plus ce socle de valeurs communes qui était partagé et que nous, Français, appelons l'universalisme. Tout cela, quels que soient les référents qu'on veut utiliser, européennes ou françaises, même si la France, évidemment, est dans l'Europe, ce socle de valeurs communes a volé en éclats. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui concentrer notre attention pour bien comprendre ce qui pourrait éventuellement se produire. Alors, selon que l'on soit favorable ou inquiet, la réélection de Donald Trump a provoqué des réactions diverses, mais de ce côté-ci du monde, on a été plutôt silencieux, là où nous sommes, sur le continent, parce qu'on pense qu'il vaut mieux rester sur les radars américains plutôt que de se trouver projeté dans des tensions, je vais être très très gentil, des tensions au moins politiques, voire diplomatiques, au pire, évidemment, un conflit ouvert. Et puis, les Européens ont exprimé des avis très divers. Cette diversité, dans le fond, elle est aussi le symptôme de la division, de la conception dont le monde a été régulé depuis 1945. Vous voyez, je reviens sur le socle de valeurs communes, c'est-à-dire que ce sur quoi nous étions convenus après la fin de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui n'existe plus parce qu'il est soit contesté, Pierre Lelouch parlait du Sud global ou des BRICS, je vais y venir dans un instant, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais je vais en parler dans quelques minutes. Et puis, il y a soit donc contesté, soit battu en brèche, parce qu'on propose un modèle ou des modèles alternatifs, quels qu'ils soient, peu importe, chinois, russes, parfois régionaux, turcs. Donc, il y a aujourd'hui, j'ai envie de dire, profusion de possibilités, mais au fond, les changements ne se font pas parce que chacun tente de se préserver pour garantir ses intérêts. Et pour cela, nous sommes passés d'une situation de... Allez, prenons là aussi, je suis désolé d'y revenir, l'exemple de la France, du non-alignement, si cher aux voisins de l'Ouest, à une situation de multi-alignement. C'est-à-dire que, dans le fond, on est moins dans les alliances que dans les partenariats. On est plus ou peu dans la stratégie que dans la tactique. Parce qu'il y a une grande incertitude et parce que chacun tente de se dire il faut aujourd'hui gagner du temps. Alors je suis désolé, Pierre Lelouch, je jette une pierre dans votre jardin. C'est aussi, quand on observe nos dirigeants politiques, leur comportement. On voit bien que l'impuissance aujourd'hui des dirigeants politiques, en tout cas parlons de l'Europe ou d'une manière globale, c'est de se dire, comme nous n'avons pas été suffisamment, comme nous n'avons pas anticipé ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés, nous devons gagner du temps parce qu'il n'y a pas de projet alternatif. Et mon problème, ma grande question, c'est celle-ci. So what? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel est le projet? Quelle est l'alternative? Puisqu'on cesse de nous dire, et ici c'est un bon terrain d'observation, je parle ici du Maroc ou d'une manière générale du Maghreb, parce que c'est une région qui est aujourd'hui extrêmement sollicitée, voire par certains aspects
convoité, mais qui est très divisé sur le plan de la géostratégie. Et donc, cette division n'est pas favorable à l'émergence d'un projet politique alternatif. Donc nous allons continuer, je crois, à vivre dans une situation dans laquelle c'est l'inertie qui l'emporte. Ce n'est pas les choix, c'est l'inertie. On vit avec ce qu'on a, en attendant de voir ce qu'il va réémerger. On sait tous, et on l'a tous compris intuitivement ou bien analytiquement, comme vient de le démontrer Pierre Lelouch, que la guerre en Ukraine est le point de départ qui va permettre, qui va favoriser l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Globalement, on en voit l'architecture. Dans le détail, c'est encore assez compliqué. C'est la raison pour laquelle, et ce n'est pas un reproche, hein, chacun se préserve. Mais même cela, cette tentative pour garantir ses intérêts est devenue extrêmement compliquée. Donc, je reviens à ce que je disais, on multiplie les partenariats. Un coup la Turquie, un peu la Russie, la Chine, qui font leur apparition, qui sont des nouveaux acteurs, soit pour la Chine et la Russie globaux, soit pour la Turquie des acteurs régionaux. Mais dans ce contexte-là, chacun sait jusqu'où il peut aller, que ce soit pour la Chine, que ce soit pour la Russie ou pour la Turquie. Le cas de la Turquie est sans doute le cas le plus intéressant pour nous à observer, parce qu'il sait qu'il n'est pas un acteur global, il n'est pas membre du Conseil de sécurité de l'ONU par exemple, ce n'est pas une puissance nucléaire, même si malgré tout, rappelons que la Turquie c'est la deuxième armée de l'OTAN. Donc c'est une puissance importante, qu'elle est à cheval sur 2 continents. C'est un acteur aujourd'hui incontournable, notamment en Méditerranée et sur le continent africain. Donc, la faillite des États, telle qu'on peut l'observer aux États-Unis, de l'État au sens traditionnel où nous, les Européens, nous l'entendons, ce qui évidemment n'a pas la même définition aux États-Unis, peut déclencher des révoltes. On a vécu ça en France en 2019 avec ce que nous avons appelé les Gilets jaunes. Ces révoltes sont d'abord sociales. En 1789, la Révolution française, c'était une révolution. Pourquoi ? L'augmentation du prix de la farine, du pain. La question est là, fondamentale, centrale, existentielle. Jusqu'où pouvons-nous, les peuples, les sociétés, peuvent-elles accepter d'endurer des situations dans lesquelles elles vivent de plus en plus difficilement, et pour certains pays comme la France, vivre difficilement, ça signifie aussi ce recul et cette perte d'influence. Aujourd'hui, je crois que nous sommes confrontés, et peut-être qu'il faut revenir à la taxinomie, hein, ce terme un peu pédant, la régulation par les normes, hein, comment le processus peut permettre d'entrer dans un cercle vertueux, c'est-à-dire retrouver ou revenir vers le multilatéralisme, ce qui signifie intégrer des acteurs nouveaux qui ont émergé et qui, pour le moment, ont une conception de la diplomatie ou de la politique ou des relations internationales qui est plutôt conflictuelle, plus que diplomatique. Je termine d'un mot très rapidement, Jean-Christophe. Sud global, BRICS. Sud global, ça n'existe pas. Il faut quand même qu'on soit clair. La définition, c'est que sur le plan géopolitique, le Sud global, ce n'est pas un acteur. Tout le monde, tous ces pays qui se définissent de ce point de vue, alors est-ce que c'est géographique ? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est régional? Bon, tout ça, ce sont des définitions qu'on n'a pas, en tout cas en termes de sciences politiques. Moi, je ne parle jamais à mes étudiants du Sud global. Ça n'a pas d'existence. Les BRICS, c'est intéressant à observer là aussi, mais c'est très hétérogène. Ils ont des agendas différents et des intérêts parfois contradictoires. Donc, là aussi, les BRICS ne jouent pas un rôle sur le plan international parce qu'ils n'ont pas cette convergence et qu'ils ne partagent pas, et je termine là-dessus,
ce que je disais tout à l'heure, ce socle de valeurs communes. Merci, désolé d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois surtout d'avoir mis l'accent sur ce moment gramscien dans lequel on se trouve, entre le vieux monde n'existe plus, le nouveau monde n'existe pas encore, enfin tout le monde connaît la formule. Clair-obscur. Et que dans ce moment apparaissent les monstres. Et qu'effectivement on est dans ce moment gramscien où on a peu de visibilité, on est un peu dans de l'attentisme, mais en même temps on tire un peu à tout va, on est dans une sorte de polygamie diplomatique où effectivement il y a des alliances qui se créent parfois contre nature, où on appartient à un camp mais on appartient aussi dans le cadre d'une autre structure à un autre camp. On voit des pays des BRICS qui veulent qui font partie de l'OTAN, des pays de l'OTAN qui font partie des BRICS, donc c'est une chatte qui ne retrouverait pas ses petits c'est un mouvement qui est naturel à un mouvement de profonde transformation. Mais à un moment donné, il va bien falloir effectivement stabiliser les choses et voir. Alors effectivement, on a peu évoqué pour l'instant le rôle que va peut-être jouer la nouvelle administration américaine, dans quelle mesure on va aller dans une direction ou dans une autre. Il y a beaucoup de questions. On a dit en introduction qu'effectivement, alors peut-être que c'est devenu totalement suranné d'évoquer les 80 ans des Nations Unies et la réinvention ou la façon de repenser le multilatéralisme ou la coopération internationale. Je veux croire malgré tout que ça pourrait être quand même un élément de notre échange dans les 15 ou 20 minutes qui restent. Je voudrais peut-être demander s'il y a une ou deux questions ou remarques de la salle, rapidement. Alors il y en a plus, donc allez-y, monsieur, vous avez été le premier, mais je vous demande vraiment d'être très rapide, soit une question, soit une remarque très courte, et on va en prendre 3 ou 4, et puis on va demander à nos invités d'y répondre. Monsieur. Merci. Alors, Khalid Benamou, j'ai modéré quelques panels sur les questions de souveraineté maritime notamment, et le commerce demain et les enjeux commerciaux. En fait, je reviens simplement, ma question c'est sur finalement ce serpent de mer, ce multilatéralisme et la réforme des Nations Unies. Je pense qu'on est maintenant devant un constat, c'est que les 5 de 1945, les membres qui ont le veto au Conseil de sécurité, et cette réforme des Nations Unies, chaque crise représente aussi une opportunité. Je pense qu'on est pratiquement à la faillite de ce système de gouvernance et de veto. Qu'est-ce que vous pensez justement d'évoquer cet élargissement du droit de veto au Conseil de sécurité? Merci, monsieur. Merci. Oui, là, monsieur, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Karim Daou, je suis sous-directeur des relations mondiales à l'OCDE. J'aurais une question à adresser à monsieur Pierre Lellouche. Donc, je ne partage pas forcément toute sa réflexion sur la genèse du conflit ukrainien, mais en revanche, je suis complètement en phase sur les conséquences. Et il y aura un point que j'aimerais qu'il développe. Il est clair que la présence nord-coréenne en Europe pose en fait des questions vertigineuses parce que d'une certaine manière ça donne du grain à moudre à ceux qui réclamaient une asiatisation de l'OTAN. Je pense qu'elle a pris la Chine, si ce n'est par surprise, elle la met en difficulté parce que voilà. Et tout ça se place dans un contexte où qui a été aussi surdéterminé par l'AUKUS, par l'augmentation des bases militaires américaines aux Philippines, le Quad avec l'Inde, le resserrement des liens avec la Corée du Sud et le Japon, des liens américains avec la Corée du Sud et le Japon. Et puis on voit Shigeru Ishiba, le nouveau Premier ministre japonais, qui parle aussi d'un OTAN asiatique. Et puis la remise en cause des préventions constitutionnelles au développement de la militarisation japonaise. Donc voilà, tout ce contexte est extrêmement inquiétant. La relation sino-américaine est au milieu et j'aimerais bien que vous développiez là-dessus. Merci beaucoup. Alors, encore là, devant, on va donner la parole un peu à la jeunesse aussi, non pas que vous ne le soyez pas avant, mais disons... Hello everyone, it's an honor to have you here in Morocco. I hope that this visit will be both productive and enjoyable for you. My question is going to be in French. Pourquoi les mécanismes juridiques internationaux n'ont-ils pas été mis en œuvre pour assurer le respect de ces lois par Israël
Et quels sont les obstacles légaux, politiques et diplomatiques qui empêchent l'application de ces dispositions? Merci. Merci. Mademoiselle, oui. Bonjour. J'ai une petite question concernant les alliances stratégiques traditionnelles, comme l'OTAN et l'UE. Doivent-elles être repensées pour s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques? Merci. Merci. Monsieur, et puis je crois qu'il y avait encore... Je suis désolé, mais je crois qu'on ne va pas pouvoir. Voilà, allez-y. Merci, Omar Benjeloun. Je suis adjoint au président du Conseil national des barreaux marocains en charge des relations internationales. Je suis agréablement surpris par la lucidité de Monsieur Lelouch quant à son diagnostic. Et donc je réagis par rapport à ce qu'il a dit. Est-ce que cette lucidité est-elle partagée par les responsables politiques européens? On n'a pas l'impression. Parce que depuis, on sait tous que l'Union européenne est en partie un projet anti-soviétique, mais suite à la chute du mur de Berlin, c'est une vingtaine ou une trentaine d'années de guerre. C'est les Balkans, c'est le Moyen-Orient, et aujourd'hui, c'est l'Ukraine par rapport à une stratégie américaine qui est un tant soit peu claire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'est-elle pas en train de payer les frais d'une politique américaine, de sa décomposition, afin de se concentrer sur les vrais enjeux américains que serait éventuellement la Chine? Merci. Merci. Je crains malheureusement qu'on ne peut pas prendre plus de questions à ce stade. Je suis vraiment désolé. Et donc, je vais demander peut-être à M. Svoboda de répondre sur un certain point qui ont été évoqués. Yes. Maybe I do not remember all the questions. The first question is Security Council. That's the fruit of the war. And really, we have no chance to renegotiate the new charter. I think it is politically impossible. And even you know that even any revision of charter, of the UN Charter, is to be approved by the Security Council. The Security Council is the organization in the organization, because the decision of Security Council is legally binding for the UN. And it is unfair because there is no representation from Africa. America is represented just by the United States. And if you put on the table any argument for the enlargement or transformation, the number of population or the GDP or I don't know, whatever you could imagine, so you will see immediately that it is impossible to be unified and to obtain the enough majority, enough effective to change the law. So I'm skeptical. I do agree with you that it is unfair, but I'm skeptical that change is not possible. Maybe after the Third World War. Maybe, yes. This is one question. The second question was the North Korea. I think that North Korea is I'm not cynical now. I'm not cynical, so it is not maybe from the human point of view it's not fair, but it is an excellent decision of Putin, because he is saying something very important. My friends are ready to give me blood, human force, soldiers. This is the gift which you, Ukrainians, will be never given from Europe. Europe and the United States never sent army, the human force, on the battleground. So this is politically very important, because it is the message coming to Ukraine to say the Ukraine's mothers, fathers, brothers. So please, my position is that may the Hutsi or
or North Korea is ready to fight for the interests of Russia. So, second point. And what was, so maybe I've forgotten all the other questions because I'm a limited person. Monsieur Lelouch, because you cannot pick up or take on all the questions, so take whatever you think important. Dear Mr. Svoboda, no boots on the ground. That was rule number one fixed by Biden on day one of the war. We don't want to go in a third world war. So putting boots on the ground means going to war with Russia. So no fly zone, no boots on the ground, and eventually no attack inside the Russian territory. These were the rules of deterrence that were originally put. The problem with this war, like every war, is that it's called le brouillard de la guerre, the fog of war. The war is not static. The war is dynamic. It creates its own logic. And that's why it's dangerous, because as we move toward negotiation, each side is trying to be the strongest as possible, and we are doing some very, very iffy things. Striking inside Russia with US weapon armed by US soldiers and technicians is a problem. And if it escalates, it will escalate. And that's why I don't like it. From day one, I've said this is crazy. Anyway, this is remark number one. Now, to my colleague on the right, he said 2 or 3 enormous things like France was non-aligned. France was never non-aligned, never. We always were a NATO ally, except that we had an independent command. And under de Gaulle, we would not have been drawn into a war which we do not control. Let me tell you, if I were in charge, I would definitely not go into a war I don't control. In Yugoslavia, when we bombed Serbia without a UN mandate that goes to the UN question, I remember President Chirac, and I was his close advisor, deciding the targeting on Serbia. Not let the Americans do it in our place. That's my first remark. As to the BRICS and the Global South, of course they are heterogeneous, of course they are different, of course they have conflicting interests and so on and so forth. But they have one common goal, which is to get rid of the American-led world. That doesn't give you the next world system by any means. In my book, I talk of a world post-Occidental, post-Western. I don't know what is the next world. It's going to be very chaotic because they will continue to bang on current institutions, IMF, World Bank, UN, name it. Not be able to replace it, of course, but they are building some instruments, you know, a development bank, a SWIFT alternative, Putin in Kazan proposed a basket for future currency based on ruble and renminbi and stuff. They are working on it because they want to circumvent sanctions. One of the lessons of the war is that the sanctions were circumvented. We had in France a very, very arrogant and incompetent finance minister called Bruno Le Maire, who said at the beginning of the war, I know him very well, he was in my party before he left it, good riddance. Before the war started, he said, we will put Russia to its knees. Okay, what are now the numbers in Russia and France? Growth in Russia today is about 4% minimum. They are in a budget, their budget, even though they are spending a huge amount in defense, is positive. Their exports of raw material have never been so good. In France, unemployment rate is reaching 8%, deficit is 6%, and I don't even want to talk to you about our trade balance, which is catastrophic. Donc, les gens qui donnent des leçons. Now, I get to the question on Asia, because you summarize what's going on in Asia. You're absolutely right. Trump
will leave Europe as fast as possible, because his problem is called China. And here, there are elements that are there, you know, AUKUS and so on, and deployment of forces. The Chinese have, you know, what happened is very simple. It's September 11. September 11 is a key change in the world, because from that moment, the Americans concentrated on the war against terrorism and therefore on the Muslim world. And they spent trillions of dollars for nothing in Afghanistan. So I can talk about Afghanistan. I was in charge of it for a year, so I saw it with my own eyes. Meanwhile, China entered WTO that same year, 2001, and became #1 economic power. Okay? That is a sea change. In the last 25 years, they have built the strongest navy in the world, with an interdiction strategy that makes it impossible, very, very hard for the Americans to come and defend Taiwan. Very hard. It's going to be a massive war with potential nuclear escalation. So that's what the Chinese are doing. So the Americans are going to try to catch up. They're going to tell the European, look, Ukraine is your problem. It's your baby. We're moving out. You pay for this. So, and then that's a question about the leadership, the responsable européen. Look, let's be frank. And Mr. Svoboda said we are independent people. Experienced, but independent. I have never seen such a level of mediocrity in the leadership in Europe. Never. The war started because of mediocrity, because they didn't try to stop it. They could. For example, we had the Minsk negotiation framework. We never used it properly. There was an Élysée meeting in December 1919 in which we brought together Zelensky and Putin for the first time, and probably the last. Never used. So they failed, and they continue to fail after the war. We have a war in Europe for the last 3 years. Where is the rearmament of Europe? Did you see any new tank, any new gun, any new something? You know that France, UK, and Germany each have 200 airplanes, 60 cannons, 60 cannons, 200 tanks, 200 tanks. 4,000 tanks have been destroyed in 3 years during the war, on the Russian side only. So, yes, they've been blind and incompetent. And of course, they said Trump cannot be elected. Trump was elected. People like myself knew that Trump would be elected, simply because people are fed up, as he said, rightly. People are fed up. They're losing. They are the losers in this. Look, take what happened with the war. We used to be drugged with Russian gas, very cheap Russian gas. What happened? We traded Russian gas for American gas, except American gas is 4 times more expensive. We stopped bringing fertilizers from Russia, fine. Then what happened to the shopping? La ménagère, le panier de la ménagère, plus 25%. Now, you have conditions here that are very difficult. Finally, NATO EU would take a lot of time to discuss this. I'm worried about the future. I mean, NATO, of course, will remain, but it will be a very different animal. The EU, I'm worried about the possibility of the Union to remain what it is. The contradictions, the forces that will bear on it are going to be very, very, very stark. And Ursula von der Leyen's grand design of enlarging Europe to 40 countries is simply crazy, crazy. As a former European minister, I can tell you, it doesn't work. It doesn't work with 28 ministers. With 40, forget it. So one has to be able to reinvent the EU, or the EU may not survive this trial. Thank you. Thank you. I'm sorry, because I understand we have reached the limit of this session, so I give you maybe 2 minutes. No, you're okay? So you bound on your time. So I really apologize, because it's really a fascinating discussion. We would have really liked and enjoyed to pursue the discussion.
But as we said before, there will be throughout those 3 days lots of other discussions and sessions that will be focusing on the sort of the reshaping or the rebalancing of the world. So I invite you to look into the program, and there will be probably many other opportunities to, in a way, to enrich your understanding and your interest in this topic. I would like really to thank each of our panelists. It was really very insightful, and thanks again. And I think we have to rush because there's a next session that is about to start.